Bonjour à tous. Donc, on va intervenir à deux voix avec Daphné pour vous présenter la biodiversité dans nos forêts régionales. Je vais commencer par présenter quelques espèces et Daphné vous présentera ensuite Naturocentre, donc notre base de données Naturocentre et l'outil. Vous l'avez compris depuis ce matin, la forêt, ce n'est pas un champ d'arbres, ce n'est pas un ensemble d'arbres, c'est vraiment un écosystème très complexe et très riche. C'est probablement dans les forêts qu'il y a le plus grand nombre d'espèces. Les êtres vivants dans les forêts sont répartis en strates, depuis les strates du sol, les strates mucinales, herbacées, puis les strates jusqu'au sommet des hauts pieds. Une grande caractéristique de la forêt, c'est qu'elle a le temps long. C'est vraiment une question de temps pour avoir une forêt riche. Vous l'aurez compris aussi, plus la forêt vieillit, plus les arbres deviennent matures, plus la forêt devient intéressante au niveau de la biodiversité. Et là, j'introduis une petite nuance entre les forêts anciennes et les vieilles forêts. Donc, quand on a des stades matures, on est dans une vieille forêt, c'est-à-dire des arbres qui sont âgés. Mais il y a une autre nuance qui est très importante au niveau du stockage du carbone dans les sols, de la préservation des sols, de la qualité des sols, c'est l'ancienneté de la forêt. Une forêt est ancienne quand il n'y a eu aucune rupture dans le couvert forestier depuis 200 à 400 ans. Vous allez me dire, oui, mais si les arbres sont vieux, c'est que la forêt est ancienne. Souvent, oui. Donc une vieille forêt est souvent ancienne. Par contre, des forêts anciennes peuvent avoir des peuplements qui sont jeunes. Si la forêt était récoltée depuis 30, 40 ans, on a un peuplement qui est jeune et qui sera donc à ce moment-là moins intéressant pour la biodiversité. Enfin, pas encore aussi intéressant que les stades matures pour la biodiversité. Quand on se promène dans la forêt, on peut rencontrer ces espèces-ci. Donc l'anémone sylvie, la jacinthe, le lamier jaune, qui sont des plantes caractéristiques de forêts anciennes. Généralement, quand vous les rencontrez, bon, pas une seule, mais un ensemble d'espèces, il n'y a pas qu'elles, il y a aussi des graminées, des poacées, la lusule, la mercuriale, une graminée qui est la mélicuniflore. On sait qu'on est dans une forêt qui était ancienne. Ce sont souvent des espèces qui sont vivaces, qui ont un mode de reproduction de type végétatif, qui se reproduisent par bulbes, par stolons, par rhizomes, qui produisent peu de graines, donc ont une reproduction sexuée assez peu développée, et qui ont des graines lourdes et donc peu abondantes, qui se reproduisent par gravité, qui se déplacent par gravité. Ce qui fait que ces espèces-là, c'est pour ça qu'elles sont liées aux forêts anciennes, c'est qu'elles ne se déplacent pas beaucoup. Les scientifiques ont calculé que certaines ne font que 50 mètres en un siècle. Vous voyez, ça ne va pas très vite. Contrairement au pissenlit qui dissémine ses graines à tous les vents, les plantes qui sont donc caractéristiques de forêts anciennes, elles bougent très peu. Évidemment, ce sont des espèces qui préfèrent l'ombre et qui sont assez intolérantes aux modifications du sol. On a beaucoup parlé tout à l'heure donc de reconquête de la forêt sur les terres agricoles. Donc inversement, quand vous trouvez dans la forêt des cornouillers, des troènes, vous pouvez deviner que ces forêts étaient précédemment plutôt des milieux ouverts, des milieux pâturés, des milieux cultivés. Donc, je voulais aussi vous présenter, tant que je parle de plantes, quelques fougères. Nos forêts régionales sont assez riches en fougères, donc il y a 47 espèces dans la région. La plupart sont des espèces forestières, puisque le milieu forestier est un milieu plutôt humide, ombragé, très propice à la croissance des fougères. Donc j'en présente 3. Donc l'osmonde royal, qui est une de nos protégées régionales, qui est une très très belle grande fougère, toute déterminante Znief. Le blek non-épi, qui est assez rare en région, la plus rare étant la pilulaire à globe. Ça ressemble un peu à rien, ça ressemble un petit peu à du gazon, mais c'est une de nos fougères les plus rares de la région. Mais donc dans nos forêts, il n'y a pas que les arbres. Donc maintenant, moi, je vais vous parler de tout sauf des arbres. D'ailleurs, je pense qu'on l'a bien présenté ce matin. Donc la forêt, c'est cette mosaïque qu'on vous a présentée tout à l'heure, une mosaïque mouvante en perpétuel changement. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la forêt. C'est que ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Et il y a des milieux complémentaires, des milieux annexes qui sont hyper importants pour la faune. Donc ce sont toutes les ouvertures, des petites clairières, des grandes clairières, les lisières, toutes les mares, les points d'eau, les ruisseaux, les reliefs, des rochers, etc.
Ce sont des milieux qui abritent parfois des espèces qui sont justement, qui trouvent là des milieux refuges. Ce sont plutôt des espèces de milieux agricoles, mais qui s'installent en forêt parce que dans la forêt, on peut avoir, par exemple, dans les parcelles en régénération, qui sont donc très basses, des milieux qui sont semblables aux milieux qu'elles trouvent dans les zones ouvertes. Et donc, on peut trouver des pigrèches écorcheurs. Le tariépate, par exemple, est très souvent installé dans les parcelles en régénération. On trouve également, comme ce sont des zones beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus fleuries, on trouve énormément de papillons, par exemple. Quand on parle biodiversité, il y a certaines espèces qui sont vraiment liées aux grands massifs forestiers, qui ont vraiment besoin de grands massifs non dérangés. Une des emblèmes de ces grands massifs, c'est le cerf. Quand je vous dis ça, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le cerf n'est pas à la base une espèce forestière. C'est une espèce de milieu plutôt ouvert. C'est un herbivore ruminant, c'est-à-dire qu'il est comme les vaches, lui, il lui faut de l'herbe, donc il ne mange pas du bois, mais qui a été plutôt repoussé dans la forêt par l'homme et par l'invasion de l'homme, je dirais, dans à peu près tous les milieux, par la ville, l'agriculture, le pâturage. Donc le cerf, finalement, s'est replié dans les forêts. C'est un animal dont on parle beaucoup maintenant. Il y a un nouveau décret qui vient de sortir pour essayer d'allonger la période de chasse du cerf parce qu'il fait des dégâts sur la forêt. C'est une espèce qui a besoin d'un très grand territoire, mais une harde, il me semble que le micro va toujours, bon, une harde non dérangée, en fait, elle a besoin de 200-500 hectares. Mais quand il y a un dérangement permanent, on a parlé tout à l'heure du tourisme en forêt, des promeneurs, des vélos, des VTT, ben la harde est en permanence mobile, il ne supporte pas le dérangement, donc il recule face au dérangement. Et donc à ce moment-là, les hardes ont besoin de beaucoup plus d'espace et de plus ne peuvent pas se nourrir. Quand elles sont trop dérangées, elles ne peuvent pas se nourrir pendant la journée, donc elles sortent la nuit. Et quand elles sont terrées en forêt pendant la journée en attendant que les dérangements passent, ben elles s'attaquent plutôt à ce moment-là aux ligneux. Une autre espèce liée au grand massif, c'est la cigogne noire. Pour moi, c'est vraiment l'emblème des grandes forêts non dérangées. Donc c'est la proche cousine de la cigogne blanche, mais elle n'est pas du tout anthropophile. Elle ne va pas nicher sur nos maisons ni sur nos pylônes électriques. C'est vraiment une espèce qui est liée au vieux peuplement mature. Elle a besoin pour poser son nid, donc elle pose un nid sur une branche latérale à une vingtaine de mètres de haut. Elle a besoin vraiment de vieux arbres avec un diamètre de plus de 60 cm. Elle est vraiment liée chez nous aux vieilles futaies feuillues. Elle est revenue, donc c'était une espèce qui avait été lourdement chassée, qui était un petit peu repliée en Europe centrale et qui est revenue progressivement dans les années 70 dans notre pays. Et le premier nid, c'était ici en région centre, c'était en Indre-et-Loire en 73. C'est une espèce qui est archi secrète, donc archi farouche. Elle se nourrit dans les petits ruisseaux, les petites zones humides intraforestières, donc d'où l'importance de tous ces milieux complémentaires. Et c'est une espèce qui est entourée de beaucoup de secrets parce qu'on n'a pas, les naturalistes n'aiment pas divulguer justement les nids. Et heureusement, c'est indispensable à la préservation de l'espèce. Donc c'est une espèce, on sait qu'il y a une dizaine de nids en région et probablement le double puisqu'il y a beaucoup de secrets autour de l'espèce. Donc elle se nourrit de poissons et d'amphibiens dans les petits ruisseaux. Je vous ai présenté deux cartes. Daphné vous présentera un petit peu tout à l'heure la façon dont les cartes sont constituées. À gauche, la carte des observations de cigogne noire et à droite, la carte des reproductions, enfin des preuves de reproduction de la cigogne. Vous voyez qu'elles ne sont pas du tout pareilles. En fait, la cigogne, on la voit beaucoup. C'est un oiseau qui, au moment où elle arrive, donc c'est un migrateur, elle est occupée à rentrer d'Afrique pour l'instant. Au moment où elle s'installe, on la voit et on la voit surtout beaucoup à la fin de l'été quand les jeunes sont grands et ils se nourrissent. Parfois, on voit des groupes de 10, 20 cigognes en train de se nourrir au bord de la Loire ou dans des étangs. Donc on voit beaucoup la cigogne noire. On la voit passer en vol aussi. Mais quand on s'attache aux preuves de reproduction, vous voyez que c'est beaucoup plus maigre, surtout que c'est assez secret et que tout n'est pas dans la base de données. Mais donc, elle est dans le Loiret, donc elle apparaît en nicheuse probable, mais il y a des nidifications certaines. Elle est dans tous nos départements, mais évidemment, le fief, c'est plutôt la Sologne. Ça n'apparaît pas sur la carte, pas trop, et le sud de l'Indre. Un autre oiseau qui est assez emblématique des grands massifs, c'est l'autour des palombes. L'autour des palombes, c'est un proche cousin de l'épervier. C'est un gros épervier qui a les mêmes mœurs que lui, c'est-à-dire il chasse les oiseaux
en vol. Enfin, ils chassent pas que des oiseaux, mais ils chassent principalement des oiseaux. Vous voyez, j'ai présenté une femelle à gauche, une femelle qui est plus corpulente. C'est le cas chez tous les rapaces, hein. La femelle est souvent plus corpulente que le mâle. Le mâle est à droite. C'est aussi une espèce sédentaire qui a besoin de 30 à 50 km de domaine vital. Le domaine vital, ce n'est pas le territoire, hein. Le territoire, c'est ce que l'oiseau défend autour de son nid. Là, c'est vraiment le domaine qu'il exploite pendant tout au cours de son cycle biologique. Ils sont hyper performants, les autours. Ce sont vraiment des rapaces très costauds, capables d'aller prélever un jeune balbuzard sur son nid, hein. Même un balbuzard proche de l'envol, donc quasiment adulte. Ils arrivent, clac, le balbuzard n'existe plus. Donc c'est vraiment un rapace très difficile à voir. On le voit peu parce qu'il est vraiment proche de la forêt. Il chasse beaucoup en forêt, mais pas que. On le voit beaucoup maintenant au moment des parades nuptiales parce qu'à ce moment-là, il vole au-dessus des forêts. Et pour qui sait le reconnaître, on sait en détecter quelques-uns. D'autres rapaces liés à nos forêts régionales, quelques joyaux. On a en région, je pense, si j'ai bien compté, 22 espèces de rapaces diurnes et nocturnes, dont environ une dizaine sont vraiment strictement forestières. Ceux que je vous présente ici sont liés à des forêts avec beaucoup de milieux complémentaires ouverts pour les zones de chasse. C'est indispensable. Enfin, ce qui fait la richesse d'un massif forestier, c'est aussi les zones de chasse aux alentours ou à l'intérieur. L'aigle botté que j'ai présenté à gauche, donc tous ces trois rapaces sont des migrateurs qui sont occupés à revenir chez nous. Bon, la bondrée, on va encore l'attendre un petit peu parce qu'elle arrive au mois de mai. Donc ces trois rapaces sont migrateurs. Ces trois rapaces, donc l'aigle botté se nourrit principalement d'oiseaux. Le cirquet de Jean Leblanc, c'est un chasseur de reptiles. On voit souvent cet oiseau qui est vraiment très grand, très clair, avec une aile large, avec des serpents dans les serres. Et la bondrée apivore, si vous voyez, ça se voit probablement pas facilement à l'image, peut-être que oui, elle a une narine en forme de fente, c'est-à-dire c'est un rapace qui consomme des insectes. Elle consomme des hyménoptères, beaucoup des abeilles et des guêpes, et donc la narine en forme de fente la protège pour que les abeilles ou les guêpes qu'elle déniche ne lui rentrent pas dans le nez. Et toutes ces espèces sont des espèces d'intérêt européen. En statut de conservation, à part la bondrée qui se porte plutôt bien, regardez, l'aigle botté est classé en danger, ça va peut-être revu dans les nouvelles listes rouges, je n'en sais rien, et le cirquet de Jean Leblanc est invulnérable. Ils ne sont pas hyper abondants, enfin, on les voit beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de nids. De nouveau, je ne sais pas si les cartes représentent bien la réalité, mais enfin bon, ils sont bien sûr liés à nos forêts, et ils sont assez abondants, de la forêt d'Orléans à la Sologne et au massif du sud de l'Indre. Bon, en forêt, il n'y a pas que des rapaces. Il y a aussi énormément de petits passereaux. J'ai présenté ici quelques joyaux, puisqu'on m'a demandé de parler des trésors de biodiversité, donc quelques espèces particulièrement rares ou en danger. Donc le petit oiseau du centre en smoking, la noir et blanc, c'est le gobe-mouche noir, qui est une espèce qui est classée en danger. Sa carte est en dessous, donc il est vraiment très rare en région. Je ne le connais pas dans le Loiret. Il y en a quelques-uns en Sologne, il y en a peut-être quelques autres, mais c'est vraiment une espèce qui est rare. Le pouillot siffleur est aussi une espèce qui est classée vulnérable, donc c'est une espèce qui est menacée. Il est plus abondant en forêt. Il vit dans les peuplements avec un sous-étage bien développé. Un autre oiseau qui n'est pas un passereau, c'est la bécasse des bois. Je trouvais intéressant de la présenter parce que c'est un oiseau qui est typiquement forestier, qui vraiment est détecté dans des mailles où il y a 90% de forêt, mais qui est archi discret, très difficile à voir. Bon, il est nocturne. Et la carte que je vous présente et la connaissance des naturalistes de la bécasse, en fait, elle ne reflète pas du tout la réalité. Ici, l'Orléanais, la Sologne, ce sont des gros foyers de reproduction de la bécasse des bois, qui est un oiseau qui est beaucoup mieux connu des fédérations de chasse, puisque c'est un gibier. C'est un oiseau qui est bagué en hiver par les fédérations de chasse et qui est beaucoup suivi. Enfin, j'ai dit, il est recherché en période printanière au moment de la croule. La croule, c'est les champs nuptiaux de la bécasse des bois. Je ne pouvais évidemment pas terminer le chapitre oiseaux sans parler des pics. Les pics qui est aussi l'emblème des oiseaux forestiers. On a 7 espèces de pics en région. Je vous présente les plus forestières, parce qu'il y en a qui sont plutôt liées aux ripisylves ou aux vergers, comme le torcol. Donc ici, le pic noir, qui est le plus grand de nos pics, c'est vraiment aussi grand qu'une corneille. Hein. Quand vous voyez une corneille se coller contre un tronc d'arbre, il y a beaucoup de chances que ce soit un pic noir. Vous avez le pic cendré, très rare en région, qui est aussi l'emblème de vieux boisements humides.
Le piquemar, qui adore les vieilles chênées à l'écorce crevassée. Je dis, il y a une quarantaine d'années, c'était vraiment un oiseau qui était rare, qu'il fallait vraiment aller chercher au cœur des vieilles futaies de chêne. Actuellement, vous en voyez beaucoup plus. C'est vraiment un oiseau qui a subi une expansion vers la plaine et qui est un oiseau, je ne dis pas qu'il est banal, mais il n'est pas du tout rare de voir du piquemar jusqu'au bord de Loire ou dans des petits bosquets. Le piquet-pêche, vous le connaissez mieux parce que lui, il se déplace jusque dans nos mangeoires ou dans nos jardins. Tous ces oiseaux sont des consommateurs de larves d'insectes. Hein, vous les voyez tous consommer des larves dans les troncs d'arbres. Mais ils sont surtout importants parce que c'est les seuls qui sont capables de creuser des forêts, des cavités dans les arbres. Des cavités, donc ce n'est pas juste des trous pour aller chercher une larve, c'est faire une loge, c'est-à-dire l'endroit où ils vont installer leur nid. Et les loges de pique sont la base d'un écosystème hyper important, c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées par la suite par un très grand nombre d'espèces. Parmi elles, les chauves-souris. On parlait tout à l'heure des prédateurs, des ravageurs. Les chauves-souris sont donc des mammifères volants, toutes protégées, toutes insectivores dans nos régions et qui ont donc un rôle sanitaire hyper important au cœur de la forêt. C'est vraiment les alliés du forestier parce que justement, dans les organismes ravageurs, par exemple, la processionnaire du pin ou la tordeuse verte, donc ce sont les larves qui ravagent les feuilles, mais les adultes, ce sont des papillons de nuit. Papillons de nuit, il leur faut des prédateurs nocturnes. Et là, les chauves-souris sont essentielles. Je vous en présente 3 qui sont les plus forestières de nos chauves-souris. Il y a une petite trentaine d'espèces en région, d'autres qui sont beaucoup plus liées à nos maisons, comme la pipistrelle, que vous devez voir près de chez vous. Elles sont toutes protégées, je vous l'ai dit. Elles ont toutes des niveaux de menaces assez importants. Hein. La barbacelle est presque menacée. Le Mülheim-Bechstein, il n'a pas pu être évalué. Elles sont toutes d'intérêt européen, c'est-à-dire qu'elles figurent sur les listes de la directive Habitat. Parmi ces 3 espèces, on a le grand murin, qui est une espèce qui est capable d'aller consommer au sol des coléoptères. Le Mülheim-Bechstein, qui est plutôt un glaneur de feuilles, lui, il circule dans les frondaisons. Et la barbastelle, elle circule au-dessus des canopées, plutôt, et dans les boisements assez ouverts. Il n'y a pas que des chauves-souris qui peuvent vivre dans les cavités. Donc les chauves-souris s'installent dans les cavités des pics. C'est hyper important comme zone de reproduction, de reproduction pour les chauves-souris. Il y a d'autres espèces qu'on va trouver dans les cavités des pics. J'en présente 3. Le loir, hyper rare en région, moi j'en ai jamais vu. Le muscardin par exemple. Le chat forestier aussi, qui est une espèce qui nous vient un petit peu du sud du Massif central ou de l'est de la France, qui est en région centre et qui progresse assez bien en région, jusqu'on en a trouvé nous dans la réserve de Saint-Mémin. Je vous ai présenté des très jolies espèces, très belles, mais en fait la biodiversité forestière, donc Christophe vous l'a présenté tout à l'heure, c'est epsilon. Les oiseaux, les mammifères, c'est franchement epsilon. Là, les oiseaux, c'est 1%, les mammifères, 5% de la faune. La faune, le plus important, c'est les insectes. Et la plupart de cette biodiversité forestière est liée au bois mort. Il y a également la fange, donc les champignons. Jadis, on avait lié les champignons avec les plantes, on disait la flore et les champignons, et puis la faune de l'autre côté. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait tout faux. Et maintenant, les champignons, c'est un règne à part qui s'appelle la fange. Ce sont des organismes qui ne font pas de chlorophylle, donc ils doivent s'associer à une autre espèce pour se nourrir et qui développent avec les arbres des relations mycorhiziennes hyper importantes et qui sont des relations win-win, gagnant-gagnant, c'est-à-dire ils apportent beaucoup à l'arbre et en même temps l'arbre les nourrit. Donc ils rétrocèdent à l'arbre une partie de ce qu'ils ont, prélevé dans les sols. Également, ils améliorent la croissance de l'arbre et ils améliorent la résistance aux sécheresses, le stockage de l'eau, etc. Donc il y a au moins 3500 espèces de champignons en région, beaucoup sont forestières et beaucoup sont encore certainement inconnus. Ils sont essentiels dans le recyclage de la matière organique, recyclage du bois mort, recyclage de la litière, donc les feuilles, les branches qui tombent au sol. Ils ont un rôle primordial. Certains disent, voilà, ce serait une ville sans éboueurs si on n'avait pas tous ces organismes, donc les insectes et les champignons qui recyclent cette matière organique.
Parmi les organismes donc assez peu visibles qui ne nous sautent pas à l'œil, quand on se promène en forêt, il y a aussi tout le règne des mousses et des lichens. Les mousses, enfin les bryophytes, mousses hépatiques et les lichens. Je vous ai présenté 3 espèces patrimoniales de notre région, le coussinet des bois au centre, le Cobrium glaucum, le lichen pulmonaire qui est un grand lichen collé aux arbres, et la trique ondulée qui est voilà, c'est cette mousse. Les insectes, je vous présente aussi quelques pépites de notre région qui ont un rôle essentiel également. Ce sont tous les insectes saproxyliques, c'est-à-dire qui consomment du bois, parfois du bois vivant, et également du bois mort, et qui sont essentiels pour le recyclage de la matière organique. Le lichen cerf-volant, la rosalie des Alpes, qui est vraiment un des plus beaux insectes de notre région, bleu et noir, le grand capricorne avec des antennes immenses. Elles sont toutes d'intérêt européen, elles sont toutes déterminantes ZIGNEF, et elles sont toutes donc présentes dans notre région. D'autres petits bijoux du côté des coléoptères, donc le carabe à reflets dorés, la grande cétoine. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance des clairières, des milieux ouverts, des plantes à fleurs. Ça attire également un très grand nombre de papillons, donc, dont le grand sylvain, qui est une espèce qui est hyper localisée en région, et vraiment au cœur des forêts. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des libellules dans les mares, des donaties dans les zones humides. Ça, c'est toutes les espèces qui dépendent de la végétation. Il y a aussi celles qui dépendent des animaux, tous les coprophages, ceux qui consomment et recyclent les excréments d'animaux, et celles qui recyclent les cadavres d'animaux, donc tous les nécrophages. Donc ici, le nécrophore imitateur. Tous ces organismes sont hyper organisés. Ils ont tous des relations très étroites les uns avec les autres. Et ce qui fait la richesse de la forêt et la résilience de la forêt, c'est justement la multiplicité de ces organismes et la multiplicité des flèches. Ici, c'est hyper simplifié comme schéma, le qui mange qui, et la multiplicité des flèches entre les deux. Si je n'ai que la mésange bleue pour lutter contre la processionnaire de pin, je suis mal parti. Si j'ai des mésanges, d'autres passereaux, les chauves-souris, on parvient à réguler les ravageurs. On parlait tout à l'heure donc des prédateurs, des ravageurs. En fait, il y en a effectivement beaucoup. Un prédateur n'éradique jamais sa proie. C'est évidemment, ce ne serait pas très malin de sa part. Mais par contre, de très nombreux prédateurs parviennent à réguler les populations de ravageurs. Donc, c'est hyper important dans une forêt de continuer à offrir des habitats, des micro-habitats pour toute cette faune, cette fonge, cette flore qui lui rend des services. Je voulais terminer, enfin, pas vraiment terminer, sur un petit couplet. On a parlé de la progression de la forêt à partir de ces refuges glaciaires. Alors, il y a des animaux, donc c'est aussi la biodiversité qui a aidé la forêt à revenir. Ici, j'en présente 3, bien connus pour planter des noisettes, planter des glands. Le jet des chênes, par exemple, est un oiseau qui consomme des glands. Il est capable de choisir les plus beaux, les plus brillants, les plus lisses. Il en plante 4500 par hectare et par an, mais donc il les met en réserve pour lui, mais il ne les mange pas tous, donc il y en a qui vont germer, et il ne les plante pas au cœur de la forêt, il ne plante pas ses glands au pied du chêne, lui il va les planter dans les milieux ouverts à l'extérieur, ce qui permet à la forêt de progresser, et les scientifiques ont estimé qu'elle avait progressé de 500, 600 ou plus mètres par an. Oui, mètres par an, le jet il ne fait pas 500 km pour les planter ses glands. Autre façon dont les graines se disséminent, c'est avec les mammifères. Donc le sanglier, il a un poil comme une brosse qui collecte des tonnes de graines partout. Il en consomme et parfois il en rejette dans ses excréments. Et des graines donc, qui progressent, qui bougent, qui sont disséminées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles tombaient bêtement aux pieds de parents. Mais donc il faut des animaux pour un petit peu permettre à ces graines d'aller germer un petit peu plus loin. Donc cette forêt, magnifique monde merveilleux de tas d'organismes, tous plus sublimes les uns que les autres. Je passe sur cette belle photo. Donc quand on empile les exigences écologiques de toutes les espèces que je vous ai présentées et de toutes celles que je ne vous ai pas présentées, on se rend compte de l'importance pour une forêt, on le verra tout à l'heure avec la gestion durable des forêts, mais donc de bien préserver les sols, d'avoir un maximum de diversité dans les essences, dans les milieux complémentaires, un maximum de diversité dans les âges, pour offrir donc tous des habitats à toutes ces espèces essentielles à la survie de la forêt. Également, donc, de veiller à la quiétude de la faune.
On n'y pense pas souvent, c'est vrai que les forêts sont des espaces récréatifs, mais la faune a besoin de calme et de veiller à l'équilibre. Moi je dis sylvo-faunistique, parce que ce n'est pas que... je ne considère pas ici le cerf donc, comme gibier, mais à l'équipe sylvogénétique. Je vais terminer, avant de passer la parole à Daphné. On aura donc compris l'importance d'avoir des forêts matures, des forêts âgées, et de les avoir en réseau, d'en avoir un petit peu partout, pour que toutes les espèces qui y vivent puissent se rencontrer, continuer à se reproduire. Là, on est dans une notion donc de trame. Alors, au niveau de FNE, FNE déploie le réseau FREN. Le réseau FREN, c'est un réseau de forêts en libre évolution naturelle. Donc c'est une idée ancienne, hein, c'est une idée qui est née en 2008 entre les forestiers et les associations de protection de la nature, avec l'objectif d'avoir environ 10% de nos forêts nationales en libre évolution naturelle. Donc c'est un réseau de sites sans critères qualitatifs et sur une base volontaire, c'est-à-dire que c'est le propriétaire forestier qui choisit d'inscrire une de ses parcelles dans FREN. Et c'est un genre de label, je dirais, qui est néanmoins inscrit dans les documents d'aménagement ou dans les plans de gestion des forêts privées. Il y a un partenariat entre FNE et l'ONF pour ça. Et en région Centre, donc, on commence à déployer le réseau FREN. Une première réunion a eu lieu fin de l'année avec l'ONF et le CNPF, avec un consensus sur l'intérêt de déployer le réseau en région. Et toute une stratégie qui en est découlée. Donc là, je lance ici un appel à toutes les personnes qui souhaitent participer au déploiement du réseau FREN. Vous pouvez nous contacter ou contacter Daphné, parce qu'il y a énormément de synergie avec tout ce qui se passe en région à propos de la forêt. Donc la charte bois énergie, le réseau Sylvaï des conservatoires, etc. Je vais passer la parole à Daphné. Merci Marie des Neiges. Donc on ne vous l'a pas présenté avant. Marie des Neiges de Belfroid qui travaille bénévolement pour FNE National et qui est à la manœuvre pour déployer justement le réseau FREN dont elle vient de vous parler. En fin de cette présentation, je voulais refaire un focus sur, on l'a vu, toute cette importance de l'observation de la nature et sa plus grande importance encore de faire remonter les données pour qu'on puisse ensuite les exploiter et permettre de préserver au mieux notre biodiversité régionale. Donc je reviens rapidement sur la manière dont est centralisée la donnée naturaliste en région. Donc on a nos observations de terrain qui sont remontées dans des bases de données. Initialement, c'était des carnets d'observation qui maintenant sont enregistrés de manière numérique pour favoriser la remontée et la centralisation des informations. Elles sont remontées donc dans les bases locales dans un premier temps, puis au niveau régional, et ensuite ça part même au niveau national, voire européen et mondial. Donc si on prend l'observation d'une odonate par exemple, donc là je vous ai pris un exemple dans le Loir-et-Cher plutôt que dans le Loiret pour changer un petit peu. Cette donnée elle a été saisie dans OBS 41 qui est une des bases de données de notre réseau associatif. Cette donnée elle remonte à la fois à Naturocentre que je vais vous présenter juste après, qui est notre outil de visualisation des données naturalistes en région. Et elle remonte aussi au SINP, le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel qui est coordonné en région par l'ADRIAL Centre-Val de Loire. Et ces données-là qui sont remontées dans ces systèmes-là d'information sont exploitées par l'Observatoire de la biodiversité, dont je vais aussi vous évoquer l'existence et vous donner des liens utiles pour pouvoir aller trouver de plus amples informations sur les données qu'on peut traiter dans l'Observatoire. Et bien sûr, après, au niveau national, on remonte les données à l'inventaire national du patrimoine naturel, l'INPN, et après même le GBIF au niveau européen et mondial. Donc Naturocentre, je vous ai mis le lien vers le site internet si vous ne connaissez pas déjà l'outil. Il a été financé par le Conseil régional, l'ADRIAL et les fondations Nature et Découverte et Banque Populaire. Et ça nous a permis de créer un outil de visualisation des données donc, du réseau associatif. Ce n'est pas un outil de saisie. Si vous avez la possibilité de saisir d'abord vos données, comme je le disais, sur les bases de données locales, ensuite, nous, on centralise l'ensemble de ces données-là sur une plateforme régionale.
C'est un site internet qui est accessible à tous, qui ressemble à une partie de nos bases qu'on centralise, du type OPSNAT pour ceux qui connaîtraient. Et donc je vous ai décliné en dessous les différentes bases créées sur le même modèle, mais dont on va avoir dans la diapo suivante plus de détails. On a de la visualisation des données, donc c'est les cartographies que Marie vous a montré tout à l'heure à la commune ou à la maille 10 km quand il s'agit de données sensibles. Et puis, pour les 7 bases de données-là citées, comme elles sont sur le même format, on a une remontée de données tous les soirs qui nous permet d'avoir de la donnée actualisée en direct sur la plus grande majeure partie du territoire régional. Et pour les autres bases de données, on a une remontée annuelle. Après une étude qui avait été faite il y a quelques temps maintenant auprès de l'Adréal, mais qui est encore à mon avis d'actualité, on avait identifié qu'à peu près 80% des données produites en région étaient issues de notre réseau associatif. C'est pour ça qu'on trouvait important de pouvoir développer une plateforme qui permette de montrer, de centraliser les données et de les faire visualiser à tout un chacun. Donc voilà la carte de répartition, on va dire, des bases qui sont collectées par Nature au Centre. Et je vous ai aussi mis les partenaires qui alimentent également ces bases locales, puisque en fonction des structures, il y a des partenariats qui se sont créés localement pour alimenter les bases de données et les faire les plus complètes possibles. Concrètement, Nature au Centre, c'est ce portail-là. Donc, un site internet auquel vous pouvez accéder sans aucune connexion. Et je vais vous détailler quelques-unes des fonctionnalités de l'outil. Donc, on a tout d'abord une possibilité de recherche par espèce. Donc, en haut de l'outil, vous avez possibilité de choisir l'espèce que vous souhaitez en saisissant le début de l'espèce et ensuite vous pouvez la sélectionner. Ou alors, vous êtes affiché en bas de l'écran les espèces qui sont visibles actuellement. Donc là, j'ai actualisé mon diapo hier. Donc on est dans la décade du 10 au 20 mars, du 11 au 20 mars. Et donc vous avez possibilité d'avoir certaines espèces visibles actuellement qui peuvent être explorées, on va dire, facilement. Donc comment ça se passe? Là, je vous ai repris l'exemple de la cigogne noire de tout à l'heure. Quand on clique sur la fiche espèce, on obtient donc une photographie, des statistiques sur le nombre de données contenues dans la base régionale, et puis différents onglets qui vous précisent différentes choses. Donc ça, c'est la vue générale avec des informations globales qui sont présentées sur la première page. Et ensuite, si on clique sur les différents onglets, on a différentes informations. Donc là, je vous ai remis les cartes de répartition donc à la maille ou à la commune. Donc à la maille, c'était pour la cigogne noire. Et comme c'est pas accessible, je vous ai mis aussi la cigogne blanche pour que vous puissiez avoir une représentation. Après, pour les oiseaux uniquement, on a un onglet spécifique qui permet d'accéder donc aux données de nidification quand on les a, quand elles sont remontées, puisque c'est du traitement informatique. Et si la donnée est renseignée au moment de sa création dans la base locale en intégrant des informations sur la nidification, là, on peut avoir l'information qui remonte. Si c'est juste une donnée de présence, sans spécifier la nidification, bien sûr, on n'aura pas l'information. Et puis, dans certains groupes taxonomiques qui ont été travaillés au niveau régional, par l'Observatoire, on a possibilité d'avoir des informations complémentaires qui ont été intégrées, comme par exemple pour les amphibiens, on avait fait une synthèse régionale de l'amélioration des connaissances sur ce groupe taxonomique, et donc on peut avoir des informations sur les espèces spécifiques. Ensuite, vous avez possibilité facilement d'accéder à une recherche par commune ou par département. Donc là, globalement, vous allez avoir, là j'ai fait une information sur la commune d'Orléans. Donc vous avez ici toute la liste des espèces. Donc après, avec le petit plus, on peut faire dérouler et avoir accès aux espèces, mais vous avez par groupe taxonomique le nombre d'espèces qui ont déjà été observées. Ça ne veut pas dire que toutes les données sont dans la base, hein, je le répète, c'est vraiment en fonction des remontées des données d'observation qui sont arrivées jusqu'à nous. Et puis, vous avez ensuite des informations synthétiques sur les statuts des espèces. Et quand vous cliquez sur le détail, vous avez espèce par espèce un tableau qui vous rappelle l'ensemble des informations intéressantes à savoir. Et là, c'est la partie partenariat. Donc, les associations de notre réseau qui participent sur ce territoire à l'amélioration des connaissances. Et puis, toutes les structures qui peuvent participer également à la remontée de données.
Et de temps en temps, quand la commune est concernée, on a l'affichage pour faire le lien avec nos autres actions, donc les inventaires de la biodiversité communale, comme l'a présenté Samuel dans son introduction, ou encore Objectif Mar, qui est un autre de nos projets. Sur cette page d'accueil, vous avez aussi des statistiques sur la base de données en elle-même, combien d'espèces sont ciblées par la base de données, le nombre d'observations, les photos disponibles et le nombre d'observateurs. Aussi, pour faire le lien avec nos autres projets, là, on a accès directement au site Objectif Mar pour avoir des informations et faire le lien entre les espèces observées et leur milieu qui ici sont ciblés sur les mares. Et ensuite, vous avez tout un panel d'onglets accessibles pour pouvoir en connaître plus sur la biodiversité régionale. Donc, je vous ai fait quelques petites extractions d'informations. Donc, l'onglet recherche, là, vous avez possibilité de faire une recherche multicritère avec, je ne l'ai pas détaillé, mais tout ce que vous pouvez imaginer comme caractéristiques liées aux observations. Ensuite, on a de nouveau la recherche par espèce, la recherche commune et département qu'on avait tout à l'heure dans la page d'accueil. Un onglet recherche par espace naturel. Donc là, vous pouvez regarder l'information des espèces présentes sur ces zonages-là. Et puis, vous pouvez aussi comparer deux espèces entre elles. Un autre point, c'est le bilan. Donc là, quand on est sur l'accueil, la page d'accueil, on a le bilan global de la base de données qui permet de ressortir des chiffres, donc par groupe taxonomique, le nombre d'observations ou le nombre d'espèces par commune pour montrer la pression d'observation. Et puis ce bilan-là et ces chiffres-là, vous les avez aussi par observatoire. Donc là, ce petit onglet observatoire, les observatoires, c'est les groupes taxonomiques qui ont été ouverts pour la visualisation dans la base de données. Dans les bases locales, il en existe bien plus, mais on les ouvre au fur et à mesure en fonction des informations qu'on peut récolter. Et il va y avoir un 11e observatoire qui va être ouvert bientôt, qui sera sur les mollusques bivalves. Voilà. Et puis un dernier onglet que je voulais préciser, c'est toutes les associations du réseau qui participent à la centralisation des données sur Nature au Centre. Donc vous avez un onglet spécifique sur le site qui permet d'avoir les coordonnées de chacun et retourner vers les bases de données pour éventuellement, si vous avez des questionnements sur telle ou telle donnée, vous pouvez retracer facilement l'origine de la donnée. Et donc, je voulais vous parler en toute fin de présentation de l'Observatoire de la biodiversité en région. Donc, c'est un dispositif dans lequel on participe beaucoup avec le réseau, avec FNE Centre Val de Loire et puis le réseau d'associations, puisqu'on est juste ici, on est animateur du pôle faune de l'Observatoire. Donc l'Observatoire, il est animé par l'Agence régionale biodiversité, qui elle-même est copilotée par la région, l'ADREAL et l'OFB. Et donc cet observatoire est constitué de 3 pôles. Le pôle faune dont je viens de vous parler, le pôle flore et habitat qui est animé par le Conservatoire botanique national du bassin parisien et le pôle gestion des milieux naturels qui est animé par le Conservatoire d'espaces naturels Centre Val de Loire. Et donc dans ces pôles, on a tout un tas de membres qui viennent alimenter les discussions, les travaux sur l'amélioration des connaissances, la centralisation d'informations, et avec tout un tas de partenaires aussi qui gravitent autour. Donc ça, c'est l'Observatoire. Et l'Observatoire travaille à diverses productions. On a des productions d'indicateurs qui sont classés en 4 catégories, les usages, les espaces, les espèces et les actions. Et donc, si vous avez plus de questionnements, on a l'animatrice de l'Observatoire qui est dans la salle ici présent, Laetitia Roger-Perrier, de l'Agence régionale biodiversité. Il y a aussi un état des lieux qui est réalisé tous les 5 ans pour faire un point, un instant T sur l'état de notre biodiversité régionale. Et puis des chiffres clés annuels et des infographies. Donc à chaque fois, je vous ai mis le lien vers les pages dédiées aux informations de l'Observatoire qui se situent sur le portail de la biodiversité, qui est un site collaboratif qui est animé par l'Agence régionale biodiversité, mais dont tous les membres de l'ARB peuvent alimenter le contenu. Et au sein du pôle faune que j'anime, on est actuellement en train de mettre à jour les listes rouges régionales et donc tous ces jeux de données nous servent amplement pour cette mise à jour qui nous permet ensuite d'avoir des statuts cohérents avec l'état
de la biodiversité régionale et qui, on l'espère, permettent de préserver au mieux les espèces. Et puis on a aussi des fiches espèces emblématiques qui sont des focus sur des espèces qu'on a choisies, qui ont un rôle particulier pour la région. Et donc je vous invite fortement à aller sur ce site du portail de la biodiversité et plus spécifiquement sur les éléments d'information sur l'observatoire pour avoir accès à toute cette information. Et je vous remercie de votre attention. Merci Daphné et merci Marie des Neiges. Et on va passer aux questions. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question tiendrait à la question des trams et notamment du réseau FREN, parce qu'il existe effectivement des trams vertes, des trams forestières, mais est-ce que votre réseau aurait vocation à relier entre elles, plus que d'un point de vue institutionnel, eh bien, ces forêts en libre évolution pour constituer une espèce de continuité écologique à terme, par exemple? C'est pas une question forcément théorique parce que la question se pose là aussi dans d'autres régions où la constitution d'une forêt en libre évolution à une très très grande échelle se pose. Et je trouvais intéressant ce double sens des trames, une trame verte et une trame des réseaux. Par curiosité, merci. C'est exactement l'objectif de FREN. On sait bien que la faune, pour se reproduire, a besoin de bouger, de se déplacer, de connecter d'autres individus. Donc, c'est vraiment l'idée de créer un réseau de forêts. Bon, quand je dis en libre évolution, il y a la sémantique. Une forêt, une parcelle en régénération, pendant un certain temps, elle évolue, enfin pendant quelques dizaines d'années, elle évolue librement avant d'avoir des stades intéressants pour la biodiversité. Donc nous, le vrai objectif, c'est d'avoir des forêts matures, âgées, en libre évolution, vraiment jusqu'au stade de ses naissances. Donc c'est vraiment l'objectif de FREN. Ceci dit, il n'y a pas de critères. C'est-à-dire c'est comme c'est sur une base volontaire, on accepte les personnes qui proposent de mettre des parcelles, des bouts de forêt en libre évolution. Donc c'est un label qui est posé sur les parcelles, je dirais. Et puis qui permet de les cartographier ensuite. Mais c'est effectivement l'esprit de créer une trame de forêt âgée pour que toute cette biodiversité exceptionnelle puisse perdurer. Encore merci pour la présentation. On a vu du coup les espèces forestières emblématiques là, au niveau de conservation. Est-ce qu'on a des éléments en Centre-Val de Loire sur la conservation des forêts en tant qu'habitat plutôt? C'est un peu ce qui avait été présenté au début par Christophe sur la forêt en tant que habitat. Mais je ne suis peut-être pas sûre de comprendre votre question du coup. Sur les habitats plutôt protégés, patrimoniaux, ce genre de choses, qu'on a des forêts qui sont classées à ce titre-là. Et est-ce qu'on connaît leur statut de conservation en région Centre? Oui, bien sûr. Quand je parlais du réseau FREN, ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que l'ONF, par exemple, fait déjà, entre guillemets, du FREN depuis bien longtemps, puisqu'il y a des statuts attribués à certaines parcelles et groupes de parcelles. Donc, ce sont les îlots de sénescence, des îlots de vieillissement, mais également des réserves biologiques. Donc, il y a déjà des forêts, des morceaux de forêt qui ont des statuts de protection forte. FREN, lui, n'attend pas d'avoir un statut de protection forte, on n'attend pas d'avoir que des réserves biologiques. On veut simplement qu'il y ait un engagement des propriétaires, que ce soit l'État ou les privés, vers le fait de laisser la parcelle en libre évolution. Voilà un petit peu. Et alors, il y a d'autres réseaux. Les conservatoires développent le réseau Sylvae, donc eux, ils sont sur une approche de gestion foncière. Hein. Ils achètent ou ils ont des conventions avec des propriétaires sur les vieilles forêts matures. Donc oui, il y a des choses qui se passent en région sur la préservation des forêts. Il y en a qui sont aussi inclus dans les sites Natura 2000. Hein. Il y a des forêts qui sont en SNIEF. Mais je ne sais pas si c'est ça qui répond à votre question. Partiellement, l'idée aussi, c'était de savoir si on avait justement des chiffres un petit peu sur l'état de conservation de ces forêts, une synthèse à l'échelle régionale sur justement l'ensemble de ces dispositifs qui pourraient exister pour la protéger.
Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de chiffres, ce genre d'études particulières sur les forêts protégées en région. Non, c'est vrai qu'on étudie plutôt des groupes, des groupes faunistiques, des groupes floristiques, mais il n'y a pas vraiment une étude des forêts protégées et de l'état de conservation des forêts protégées dans la région. C'est un travail pour l'Observatoire. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir, en termes de réseau FREN, justement, en propriété privée, est-ce que vous avez un moyen de sécuriser, notamment en cas de vente, de décès et de succession, donc, les parcelles qui ont été contractualisées? Enfin, je ne sais pas comment c'est fait. Il y a des moyens de sécuriser ce genre de parcelles, donc, puisque vous l'avez compris, hein, c'est un engagement volontaire du propriétaire. Et effectivement, en cas de succession, il est possible que le propriétaire choisisse d'établir une ORE, donc des obligations réelles environnementales sur sa parcelle, qui engage les successeurs à continuer à laisser les parcelles en libre évolution. Donc tout ça, c'est... pour l'instant, en région centre, on démarre, hein, c'est un début, mais il y a des régions qui sont pionnières, hein, en France sur le réseau FREN. Hein. En Aura, ils ont commencé il y a plus de 15 ans. Ils ont déjà beaucoup d'expérience sur le sujet. Mais oui, il y a des propriétaires privés qui décident de placer une ORE sur leur forêt. Donc je pense que c'est un des principaux moyens actuellement pour la partie privée. Peut-être, si je peux me permettre un complément en tant que juriste, il y a effectivement les ORE, mais effectivement en termes de succession, de transmission d'héritage, dans les actes testamentaires ou un acte de vente, une clause spécifique peut définie dans un commun accord par les parties, peut aussi décider de la continuité de ce type de gestion ou d'absence de gestion forestière dans ce cadre-là. Et une jurisprudence de 2019 de la Cour de cassation, à propos d'alignement d'arbres, mais on peut le dupliquer pour les forêts aussi, peuvent sanctionner le non-respect de cette clause, en plus des obligations réelles environnementales qui, effectivement, vont lier les héritiers ou les acheteurs dans ce cadre-là. Bonjour. Toute votre présentation, ça me fait quand même penser qu'il faudrait un jour qu'on arrive à définir ce que c'est vraiment une forêt. Parce que, je donne un exemple tout à fait au hasard, quand vous avez une collectivité qui va détruire, on va dire, une forêt qui a 300 ans, et pour un projet, je veux dire, routier, et qu'on remplace ça par une forêt durable avec trois espèces qui ont été plantées en même temps, je suis désolé, c'est pas la même chose au niveau de toute façon du sol, au niveau de la biodiversité. Et c'est un peu ça, je veux dire que c'est très étonnant parce que je suis sûr que des propriétaires forestiers ont une image qui est certainement très différente de la forêt, en tout cas de celle que moi en fait j'ai. Je n'en vis pas, je reconnais. Oui, on est d'accord, Eric. On le sait que quand on détruit de la forêt et que le département nous dit ici on plante une forêt durable, il faudra des années avant que ce soit une forêt et que ça puisse vraiment remplacer la forêt qui a été détruite. D'autant plus que, avec les ERC, éviter, réduire, compenser, c'est plutôt une autorisation à détruire puisque souvent il n'y a aucun contrôle sur la survie des plants qui ont été installés. Parfois, il y a des forêts qui sont plantées à grand effort de subvention, mais qui 3 ans après, les plants sont morts. Et donc, personne ne va le voir. Ou pire, c'est que cette forêt peut parfois grandir pendant 10 ans, 20 ans, et puis un nouveau projet le détruit. On sait que c'est une mesure de compensation d'un projet d'aménagement, mais il n'y a quand même plus de forêt. Donc, c'est un vrai souci. Donc oui, la forêt, on a parlé des forêts vieilles, des vieilles forêts, des forêts anciennes. On sait tout ce que c'est. La forêt, c'est le sol, c'est des arbres plutôt âgés, et c'est pas du tout des jeunes plants plantés un peu n'importe comment, parfois sur une prairie, pour remplacer une forêt. Oui, dans 150 ans peut-être, mais pas demain. Juste une dernière intervention par Christophe, et ensuite je vous propose qu'on aille manger.
Ça va être bref, c'était simplement pour mentionner, on l'a fait rapidement, le plan national d'action forêt subnaturelle et trames de vieux bois. Donc c'est le premier PNA qui n'est pas un PNA espèce, c'est un PNA habitat-milieu. Il est en gestation depuis juin 2023, donc la rédaction courra jusqu'à fin 2025, début 2026. Et son double objectif, c'est en rebond à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à la fois générer un réseau sous protection forte de forêts subnaturelles, alors on les définit comme et anciennes et matures, et en même temps, dans ce réseau, le connecter à une trame de vieux bois dont la connectivité sera optimisée, bien entendu, hein, pour que le paysage soit fonctionnel. Merci Christophe. Oui, ça fait partie des choses que je n'ai pas trop eu le temps de détailler, mais il y a énormément de sujets sur la table actuellement en région. Hein. Donc le PNA qui est en gestation, qui va arriver, les obligations légales de défrichement, le bois énergie, le travail sur les haies. Donc voilà, tout ça, il y a des convergences, des synergies à établir, et ça va être un petit peu tout l'enjeu du groupe qui va travailler sur Fresnes. Merci de votre assiduité toute cette matinée.